Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce troisième grand débat consacré aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Pour mieux appréhender ce rendez-vous électoral, les chaînes de télévision du Grand Est s'associent, Mirabel TV, Alsace 20, Canal 32 et Vosges Télévision pour vous permettre de comprendre les enjeux et les problématiques de ce territoire. À mes côtés ce soir pour animer ce débat, Anna Britz, journaliste à Alsace 20. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 invités. Sandrine Bélier, vous êtes tête de liste régionale pour Europe Écologie Les Verts. Jean-Pierre Masseret, tête de liste régionale pour les socialistes, liste Une région plus forte, plus proche. Éric Vélin, vous représentez le Front National et Florian Philippot, et vous êtes aussi tête de liste dans la Meuse. Enfin, Patrick Weiten, vous représentez la liste Unissons nos énergies de Philippe Richert, et vous êtes tête de liste en Moselle. Et en fin d'émission, nous écouterons Patrick Perron du Front de Gauche et Jean-Georges Trouillet d'Unserland. Après l'attractivité, l'enseignement supérieur ou encore les transports évoqués lors des précédents débats, ce soir nous allons nous intéresser au développement économique et à l'emploi. L'économie qui devient, du fait de la réforme territoriale, une compétence privilégiée de la région. Alors pour commencer, madame, messieurs, un seul chiffre, et il est frappant, entre 1990 et 2012, selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la croissance a augmenté de 0,8% dans la région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, ce qui place notre région en fin du classement avec la Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, Sandrine Bélier, que peut-on faire pour remédier à cette mauvaise situation ? Je vous donnerai un autre chiffre qui est assez significatif de la situation que connaît notre territoire. Nous avons perdu depuis 2008 93 000 emplois sur le Grand Est. Et parler de croissance aujourd'hui, je crois que ça n'a plus tellement de sens. Le projet qu'on porte pour cette grande région, c'est l'écologie créatrice d'emplois. Et on saura démontrer, je vais vous montrer par l'exemple, que c'est avec la transition écologique qu'on peut créer de l'emploi aujourd'hui sur notre territoire, dans les territoires ruraux, dans le domaine de l'agriculture, en développant l'agriculture biologique, dans le domaine du bâtiment, avec l'efficacité énergétique, avec un grand plan de rénovation de 60 000 logements privés par an sur notre territoire, avec une politique ambitieuse de rénovation des bâtiments publics et des établissements scolaires. C'est plus de 30 000 emplois qu'on pourrait créer dans les 5 prochaines années, mais également dans le domaine du tourisme, dans le domaine des transports. On a vraiment un levier de création d'emplois, et dans l'industrie avec les énergies renouvelables, locaux, non délocalisables et durables. C'est cette écologie au service de la création d'emplois sur notre territoire que nous souhaitons porter, mais également une autre vision de l'économie. Une économie qui soit au service de l'humain et respectueuse de l'environnement. Et là, de la même manière, on a un vrai potentiel de développement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il y a un certain nombre de choses en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace qui ont pu être développées ces dernières années. On voit que c'est un secteur qui est véritablement prometteur et en expansion. Et je crois que demain, en termes d'investissement de la région, de la grande région, il va falloir prioriser sur ces petites et moyennes entreprises, sur l'économie sociale et solidaire, et puis renoncer à certaines pratiques et gaspillages financiers qui ont pu avoir lieu ces dernières années, comme par exemple des financements à des banques. On a connu ça en Lorraine ou en Champagne-Ardenne et en Alsace, ou encore des financements qui ne servent absolument à rien dans des grandes entreprises et qui viennent juste rajouter une petite valeur ajoutée. Mais ces grandes entreprises, généralement, n'ont pas besoin de l'aide de la région. Et demain, il faut que la région, prioritairement, s'engage sur les petites et moyennes entreprises pour vitaliser et revitaliser nos territoires ruraux et périurbains. Jean-Pierre Masseret, l'économie verte, moins de gaspillage, c'est des moteurs de croissance aujourd'hui ? Sans doute, mais qu'est-ce qui est important? C'est effectivement de réduire le chômage. Qu'est-ce qui va permettre de réduire le chômage? En tout cas, c'est l'engagement qu'on doit prendre les uns et les autres. C'est vraiment l'économie de proximité. Et la petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, sur chacun des territoires, c'est la garantie de créer des emplois, de les maintenir, d'avoir des centres de décision, de répondre aux besoins des hommes et des femmes de ce territoire. Je crois qu'on doit fixer comme une priorité
une exigence dans cette nouvelle région, c'est l'accompagnement du développement du tissu PME, PMI. Alors, ça suppose des formations, ça suppose de financement, ça suppose de définir les champs d'externalisation, mais aussi de prise de position à l'international. C'est là que va se faire la croissance. C'est vraiment dans cette proximité la raison pour laquelle je suis sur la thématique plus proche pour être plus forte, trouve sa réponse là-dedans. Après, on abordera sur ce terrain tous les sujets du développement durable, de la formation, des maisons de santé, de la question de la vie quotidienne des hommes et des femmes. C'est ça la clé où on nous attend aujourd'hui. C'est pas dans le discours. Les gens en ont marre des discours, surtout en période électorale. Ce qu'il faut, c'est leur dire un projet à partir d'une orientation. Et sur quoi on a la main ? Eh bien, sur cette économie de proximité, on peut agir utilement. Éric Villin, c'est un constat que vous partagez ? Oui, je partage ce constat, mais je suis ravi d'entendre Jean-Pierre Masseret aujourd'hui parler des TPE, des PME et des PMI. Je pense que En 2013, sur les TPE et TPI, j'ai aidé au Conseil régional à la création de 8196 emplois, parce que je m'attendais à cette question, forcément. Donc, j'ai au moins le bénéfice de la connaissance de ce qui se passe réellement au sein du Conseil régional. Et je peux répondre que ça a toujours été la clé de cette action en partenariat avec les chambres consulaires, avec les entreprises elles-mêmes sur les territoires. Mais il est quand même normal que le président sortant ait un bilan quand même qui ait aidé un petit peu l'emploi dans la région. C'est quand même la moindre des choses. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé et quand on regarde les erreurs qui ont été faites pendant ce mandat-là, on peut aussi s'interroger où va l'argent public. Notamment quand on parle des TPE et TPI et quand on voit qu'on accorde 3 millions d'euros de subventions à un groupe comme ArcelorMittal, pour savoir aujourd'hui ce qu'est devenu ArcelorMittal, c'est quand même inquiétant. Il y a de l'argent à utiliser un peu mieux, justement, dans l'aide du petit réseau d'entreprises. Patrick Reitan. Je crois qu'on ne peut pas opposer une politique à une autre. Ce n'est pas parce qu'on est plus proche qu'il ne faut pas soutenir l'industrie. Ce n'est pas parce qu'on soutient l'industrie qu'on ne doit pas s'engager dans le transfrontalier. Je crois que c'est une politique globale qui va créer de la richesse, de l'attractivité, du rayonnement. Il faut quand même s'imaginer qu'on n'est plus dans la petite région Lorraine. On n'est pas dans le petit artisan. On est dans une région qui va représenter 5 500 000 habitants. De la taille, en démographie, comparable au Danemark et à la Finlande. Un territoire en superficie qui sera 2 fois la Belgique. Donc on ne peut pas se soustraire en disant nous on va créer de la richesse avec les petites entreprises, avec le commerçant et l'artisan. Il faut qu'on ait une démarche globale. Il faut soutenir ArcelorMittal. C'est encore une belle industrie. Il y a peu de temps, la région Lorraine et le département de la Moselle ont apporté une contribution sur une entreprise qui a préservé 150 emplois et qui va en créer une centaine encore. Du groupe ArcelorMittal qui développe sur Ucange un nouveau processus de soudage des nouveaux matériaux en direction de l'automobile. Ça, c'est un soutien qui crée de la richesse. Sauf qu'on n'a aucune garantie. Ça crée de la richesse. On n'a aucune garantie ensuite, sur le long terme. Mais si, on a des garanties. Non. Madame, écoutez, vous êtes exprimée, je vous ai laissé parler. Et il y a la même courtoisie. Je suis sûr que chez les Verts, il y a une courtoisie et une écoute. Donc écoutez ce que j'ai à vous dire comme j'ai écouté ce que vous venez de dire. Et donc je pense qu'on est sur un territoire suffisamment important pour qu'on ait une politique globale à l'échelle d'une région-État. Donc il faut travailler sur l'industrie. Il faut accompagner ces grands chefs d'entreprise. Smart est une grande entreprise. ArcelorMittal est une grande entreprise. Nous soutenons PSA pour qu'il développe une nouvelle unité de production, d'une nouvelle boîte d'un nouveau moteur à essence. C'est ça notre intérêt. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'éloigner des territoires. Plus proche, plus fort. Plus grand, plus fort. Plus riche, plus fort. C'est ça qui est important. Donc nos concitoyens, effectivement, n'ont plus besoin de discours. Mais qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années ? Il n'y a eu que du discours. Il n'y a que eu des incantations. Il y a eu des schémas, des projets. Mais la réalité, elle se transmet par les chiffres que vous venez d'annoncer. Et ça, c'est la difficulté. La Lorraine, aujourd'hui, par rapport à l'Alsace, a plus de chômeurs. Alors que nous avons la chance d'avoir le travail frontalier qui représente plus de 125 000 personnes qui, tous les jours, vont travailler en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Et donc il faut soutenir également cette démarche. Donc c'est une politique globale qui nous permettra de créer une nouvelle richesse, une nouvelle attractivité et donc de l'emploi. On aura l'occasion de reparler dans quelques minutes du transfrontalier. Peut-être juste intervenir, si vous le permettez, parce que
quand je fixe cette orientation de proximité, parce que je dis on a la main sur cette réalité, ce qui n'empêche pas qu'on développe une stratégie de filière. Et c'est ce que nous avons fait avec Jean-Paul Bachy pour Champagne-Ardenne, en Lorraine, sur des filières, sur des reconquêtes industrielles. Résultat aujourd'hui, c'est que le chômage, Patrick Weiten, augmente davantage en Alsace qu'en Lorraine. Et le différentiel entre création d'emplois et perte d'emplois est beaucoup plus considérable en Alsace. Ça veut dire que le modèle Philippe Richert ne produit pas les meilleurs résultats. On a plus de création d'entreprises en Lorraine qu'en Alsace de façon significative. Donc il y a une stratégie qui n'oppose pas. Alors je suis parfaitement d'accord, il n'y a pas à opposer les filières industrielles. Il faut inscrire, ce qui est normal, c'est ce que je fais. Donc il faut inscrire le développement dans le XXIe siècle et les grands enjeux du développement durable ou du numérique, on le retrouve aussi bien sur la PME, PMI, c'est la condition de leur croissance, que sur les grands groupes. Évident. Justement, Sandrine Bélier, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Pas d'aide aux entreprises, par exemple, dont on n'a pas la garantie qu'elles vont embaucher ou qu'elles vont créer des emplois, c'est ça ? Écoutez, on va avoir demain un budget de 2,4 milliards. Donc qui suppose, et faites la balance avec les budgets des régions allemandes et Länder, qui sont, si je prends le Baden-Württemberg, qui est à 60 milliards d'euros par an. Donc on va avoir un petit 42 milliards. 42 milliards. 60 annoncés là sur leur prévisionnel. Non, mais c'est chez vous qu'on dit 60, mais c'est 42 milliards. C'est chez nous, ça va être en Alsace, en effet. Et puis plus on va vers la France de l'intérieur, plus le budget réduit pour se rassurer sur le fait que les chiffres ne seraient pas les mêmes de l'Alsace et puis en s'éloignant vers la France de l'intérieur. Je disais, on va avoir des choix budgétaires à faire puisqu'on n'a pas des budgets énormes. Là, dans la situation de crise, et notamment pour assurer le développement de l'emploi, je pense qu'il faut affecter et prioritairement l'argent, en effet, aux petites et moyennes entreprises sur nos territoires, à l'artisanat, aux entreprises dont on est sûr qu'elles se développeront et qu'elles développeront l'activité sur notre territoire et sans se délocaliser. On prenait l'exemple d'ArcelorMittal. Je suis désolée, ArcelorMittal, nous n'avons aucun contrôle sur ArcelorMittal. Je l'ai vécu pendant 5 ans et pour avoir suivi le dossier au niveau européen, ArcelorMittal fait ce qu'il veut. Si demain il décide de fermer à nouveau et de partir, il part. On n'a absolument aucun contrôle sur ce type de grosse entreprise. Et c'est ça, et moi c'est ce qui me pose problème, et qui est de l'argent public français à un moment où on doit faire des économies qui soient affectées à des gros groupes qui n'ont pas besoin de cet argent. Et si on est dans cette logique, je ne rejette pas l'industrie, mais je suis pour une industrie qui aujourd'hui se mette au service du territoire. Et cette logique industrielle, je vais prendre un exemple dans le domaine énergétique. Investir aujourd'hui 1 million d'euros dans le nucléaire, c'est créateur de 5 emplois. Investir 1 million d'euros dans l'efficacité énergétique, c'est 19 à 20 emplois créés. Investir dans les énergies renouvelables, c'est 14 à 15 emplois créés sur le territoire. Voilà, je crois, il y a des choix à faire, des choix prioritaires. Et si la priorité pour nous, c'est de donner de l'emploi, et d'un emploi qui est sûr, qui est durable et qui permet de déployer et de redévelopper notre territoire, il faut que prioritairement l'argent public aille à des emplois sûrs, durables et non délocalisables. La priorité pour vous, Éric Villain? Oui, la priorité pour moi, je vais m'adresser d'abord à M. Weiten, je vais l'appeler M. le Marquis, parce que quand on arrive à une demi-heure de retard à un débat comme celui-là, c'est faire preuve quand même d'indifférence vis-à-vis de l'intérêt Non, une demi-heure de retard. Monsieur Weiten, vous... Soyez pas désagréable, monsieur Villain. Vous montrez votre vrai visage en étant désagréable. C'est vous qui êtes désagréable quand vous avez une demi-heure de retard. Il faut juste qu'on ait un débat objectif, monsieur Villain. On va avoir un débat objectif. Les électeurs et les téléspectateurs veulent entendre de nous des propositions. Messieurs, on va peut-être repartir sur des propositions concrètes, Éric Villain. Monsieur Weiten, ça vous ressemble pas, monsieur Villain. Vous parlez de paroles. Tout à l'heure, vous parliez de paroles. Les paroles d'Illange, vous en souvenez sûrement. Les promesses d'Illange. Alors aujourd'hui, vous êtes là et vous nous dites oui, on va développer de l'emploi, on va faire ci, on va faire ça, on va avoir des budgets. Mais tout ce que vous aviez promis pour Illange, aujourd'hui, il y a quelques mois, quand on était aux élections départementales, vous nous disiez Illange, ça va être source d'avenir pour le département. Dites-moi, M. Weiten, comment vous pouvez encore aujourd'hui vous présenter devant des électeurs en ayant peu de considération pour eux comme ça?
Alors, M. Villain, vous méconnaissez le dossier, ce qui est dommage. Illange, c'est une mégazone départementale qui a été aménagée dans les années 95-2000. On ne parlait pas du projet. Et c'est une propriété départementale. C'était une propriété départementale. Et donc, j'ai été sollicité en 2011 pour imaginer l'implantation d'une unité commerciale technologique venant de Chine qui représentait 2000 emplois, 3000 emplois et 2000 entreprises qui s'y installaient. J'aurais dû dire à l'époque, non, nous on ne veut pas. Aller l'installer à Sarrebruck ou à Arlon. Sachant que j'avais la garantie, et je l'ai toujours, que ça n'a pas coûté, contrairement à ce que disent vos amis, 1 euro d'argent public. Il a été engagé de 28 millions d'euros pour viabiliser cette vasque aire illangeoise. Vous ne m'écoutez pas ce que je dis. Pas 1 euro d'argent public. Parce que cette zone existait avant 2000. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une zone comme celle de Faré-Bersviller-Henriville. Ce sont des zones d'activité. Messieurs, excusez-moi. Je n'ai pas vendu. Messieurs, justement, là on évoque l'une des compétences du département. Grâce à la compétence générale, le département pouvait intervenir jusqu'alors en matière économique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque la région aura quasiment exclusivement... Ça peut rester le cas. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de ces territoires de proximité, et notamment le développement de ce tissu TPE, TPI, PME. Je veux dire, moi je ne peux pas le concevoir sans un dialogue avec le conseil départemental ou avec les partenaires consulaires ou d'entreprises. C'est l'affaire de tous et tous. La compétence économique revient à la région, donc c'est une responsabilité, mais il ne faut pas penser à la place des autres. Il faut travailler avec les partenaires. Donc, moi je n'envisage pas de porter une politique de développement territorial à partir des tissus PME, PMI, sans en discuter peut-être avec Patrick Weyton, avec Philippe Adneau dans l'Aube, avec les différents présidents des conseils départementaux. Bien sûr, mais la région va être la principale attributrice aujourd'hui des aides aux entreprises. Oui. Le département ne pourra plus intervenir. Alors justement, comment vous allez attribuer ces aides ? Au-delà de l'intervention financière, ce qui est important, c'est qu'on se mette en accord sur une stratégie de développement et chacun apportant ce qui doit être apporté. Les banques, l'Europe. Il faut une volonté politique. La volonté politique, je l'ai. En tout cas, sinon je ne serais pas présent à cette élection. Ça me paraît clair. La volonté politique, Monsieur Villain, justement vous, quelle aide concrète, quelle entreprise aider demain ? Mais d'abord, les entreprises qui ont un besoin et qui s'engageront à travailler ici, localement, avec des travailleurs ici, des travailleurs locaux. Quand je vois que dans le projet Artem, sur le chantier de l'Artem, on a travaillé avec des entreprises qui sous-traitaient avec du personnel étranger, et quand l'URSSAF débarquait sur le chantier, tous les employés se sauvaient. On est tous d'accord pour dire que c'est scandaleux, que ça doit être condamné. Mais c'est avec l'argent public. Mais c'est avec l'argent public que c'est ça qui est grave. C'est pas les institutions là qui ont la main sur la réalité du travail, mais c'est scandaleux en effet. C'est à surveiller, Absolument. Quand on donne des aides, quand on donne des aides à des entreprises, il faut savoir ce que ces aides deviennent. Il faut savoir si les entreprises sont capables, quand on fait des aides remboursables, si les entreprises sont capables de rembourser. Le conseil régional, c'est pas un distributeur de billets de banque. Justement, est-ce qu'on va plutôt vers les aires urbaines ? On a des entreprises installées dans des aires urbaines, des aires rurales. Est-ce que derrière, il faut qu'il y ait une politique aussi d'aménagement du territoire ? Il y a une politique d'aménagement, une équité d'aménagement du territoire à avoir. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des zones franches qui sont principalement installées dans des banlieues. On peut se demander pourquoi demain, dans les zones rurales, on n'a pas des zones franches où il y a des facilités fiscales pour tout ce qui est entreprises agricoles notamment. Et dans les cœurs de ville également, j'ai rencontré à la Fédération nationale des métiers de l'habillement qui voit, et notamment dans le Grand Est, mourir un certain nombre de villes moyennes, parce qu'on a favorisé une politique de zones industrielles, de zones commerciales à l'extérieur des villes, et de fait, l'ensemble de nos petits commerces de centre-ville souffrent aujourd'hui. Je pense que la région, en partenariat avec les agglomérations, peut travailler à favoriser la réinstallation et le maintien de ce type de petites entreprises. Et après, la région peut aussi jouer un rôle demain. Je prendrai l'exemple de Docel,
Et là encore, un exemple, donc dans les Vosges, papeterie dans les Vosges. Relations difficiles avec des Finlandais. Donc voilà, là on est encore, et ils étaient installés également dans la périphérie de Strasbourg, où on a maximum de difficultés à pouvoir nous intervenir en tant que politique. Je crois que demain, il faut qu'on ait l'ambition d'avoir à l'échelle de la région une politique d'aide à l'accès au microcrédit et d'accompagnement des salariés qui veulent reprendre en coopérative ce type d'activité abandonnée par des gros groupes qui ont bénéficié d'argent public à un moment et qui n'ont absolument pas le sens des responsabilités par rapport à notre territoire. Patrick Weiten, il faut justement que derrière ces aides économiques, il y ait aussi une politique d'aménagement du territoire. Mais elle est bien évidente. Je répète, quand on est dans une région de cette dimension-là qui n'existe pas aujourd'hui, il faut tout inventer. Il faut inventer, d'une part, une stratégie politique d'aménagement du territoire, une concentration de toute l'action sur l'économie et sur l'emploi. Et donc organiser l'ensemble de l'action, parce qu'elle est importante, et c'est ce qu'attendent nos citoyens, c'est que l'objectif numéro 1 soit l'économie et soit l'emploi. Et cela doit se décliner dans toutes les politiques publiques, sur la mobilité au service de l'emploi, sur la formation professionnelle au service de l'emploi, sur l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas diminuer les moyens. Par contre, il faut les accentuer, il faut favoriser cet apprentissage dans la grande entreprise et quel que soit le niveau de l'apprentissage. Et ensuite, il faut travailler au niveau des territoires et des réseaux. Et donc mettre en place des véritables relations et que, à mon sens, le niveau N-1 de la région doit être le département. C'est celui-ci qui saura adapter la stratégie régionale à l'échelle de la particularité et de la spécificité des territoires. C'est vrai dans la Marne, dans un territoire rural, c'est vrai dans la Meuse, et nous ne devons pas avoir les mêmes politiques en fonction de la caractéristique de ces territoires. Et donc adapter et avoir une politique globale sans sectoriser, soit vers l'industrie, soit vers l'économie numérique, soit vers la silver economy, donc l'aide à la personne. Il y a un vrai travail en profondeur à faire dans une stratégie globale en intégrant un partenariat avec l'ensemble des acteurs, et cela est essentiel. Et il faudra que les départements jouent un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle il faudra qu'il y ait, je pense, des agences d'attractivité sur les régions, sur les départements qui travaillent avec les intercommunalités, parce qu'aujourd'hui, le levier et la compétence économique est partagé entre la région et l'intercommunalité. Il faut qu'il y ait une articulation qui se fasse pour qu'il y ait une complémentarité de l'action au service. Que ce soit dans les centres-villes, que ce soit dans les périphéries, que ce soit dans le rural, que ce soit dans l'urbain, il faut qu'il n'y ait pas cette fracture économique qui est absolument essentielle. Ensuite se poseront ces grands débats populistes, à savoir si effectivement l'entreprise qui va venir y travailler, elle recrutera des personnes d'ici et qu'on n'aura pas des Polonais sur des entreprises, sur des chantiers de travaux publics. Naturellement, nous le ferons. Naturellement, nous le faisons. C'est la responsabilité, et c'est la responsabilité de l'État de le faire. Mais il faut une grande stratégie. Il ne faut pas réduire à ces questions-là une vraie politique économique qui doit aussi être transfrontalière. Ça veut dire qu'il ne faut pas du transfrontalier dans quelques instants, Patrick Weiten. Au contraire, nous avons de très nombreuses entreprises étrangères qui investissent sur nos territoires. Il faut savoir les accueillir. On va en reparler dans la deuxième partie. Je veux juste reprendre ce que dit Patrick Weiten à l'instant. Le département ne peut pas jouer un rôle essentiel dans l'action économique. Ça doit être un partenaire qui prend sa place, mais ça ne peut pas être un élément supplémentaire dans le millefeuille. C'est-à-dire qu'il faut quand même être efficace. Par contre, ça doit être un partenaire qui déclinera et qui agira dans la proximité territoriale, dans l'exécution opérationnelle des politiques qu'on aura définies. Mais cet aménagement du territoire, vous l'avez en règlement potentiel à partir du numérique, à partir des outils qui vont permettre sur l'ensemble des territoires aux acteurs économiques, aux partenaires divers de trouver leur place et de participer à l'économie monde. Vous avez cette capacité-là. C'est en ce sens-là que cette approche du tissu PME-PMI, qui n'est non exclusive des filières, est une des clés probablement de la réponse à l'interrogation des citoyens qui ont besoin de voir concrètement sur leur terrain des choses qui se réalisent à leur bénéfice, à leur bien-être. C'est une des clés du succès de cette grande région de demain. Avant la pause, Eric Villain, vous laissez la parole. Oui, mais Jean-Pierre Masseret, quand vous parlez de traitement des territoires,
Et quand on regarde les subventions qui ont été données, il y a des économies à faire, il y a quand même beaucoup d'économies à faire. Quand vous avez donné l'autre jour au Conseil 600 000 € de subventions à une entreprise qui s'appelle Cockerill et qui va former des militaires pour l'Arabie Saoudite, permettez-moi... Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos priorités? Il y a des choix à faire. Quelles sont vos propositions? Mes propositions, mais non, qui se fait mais je ne contredis pas. Je dis qu'il y a des économies. Qu'a fait la région sur le département de la Meuse. Non, ne soyez pas démagogique. Nous n'avons pas de proposition. Sur Commercy, on obtient l'installation de Safran, plus il y a Cockerill qui vient effectivement travailler sur une situation assez particulière, c'est l'aménagement des tourelles des chars commandés par l'Arabie Saoudite. Mais par rapport à Commercy qui avait perdu ses militaires, c'est de l'activité économique. Allez donc demander. Mais à quel prix? Donnez 600 000 € à Éric Villain qui est un petit peu en retard. Vos propositions? C'est 600 000 € sur un investissement. Donnez 600 000 € pour former des militaires de l'Arabie Saoudite. Messieurs, moi, ça m'empêcherait de dormir. Éric Villain, avant la pause. Pardon, Patrick Weiten. Éric Villain, vos propositions concrètes en quelques mots avant la courte page de publicité. Mais d'abord, la première des choses à faire, c'est les économies. Parce qu'il y a tout un tas de subventions qui sont données n'importe comment. Déjà, dans les subventions qui sont attribuées, ou des aides qui sont attribuées à des entreprises qui vont délocaliser par la suite, ou qui vont licencier, ou qui vont fermer même par la suite, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. On ne sait pas par avance, en général. Hein. On ne sait pas par avance. Mais il suffit d'étudier les dossiers, il suffit de connaître la situation des entreprises. J'ai vu des entreprises qui ont eu des subventions. 6 mois après, il y avait des dépôts de bilan. On aura l'occasion. On fait des économies et là on crée de la richesse. Comment vous créez de la richesse? C'est pas en faisant des économies. Ah si, aujourd'hui c'est en ayant des économies. C'est en ayant économie de consommation d'énergie, économie d'émissions de CO2. Messieurs, quand vous avez une baisse des dotations, je vous coupe. Vous aurez l'occasion de redébattre et de rediscuter dans quelques instants. On marque juste une courte pause et on se retrouve pour la suite de ce débat spécial élection régionale juste après. De retour sur le plateau de ce débat consacré aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, toujours en compagnie de nos 4 candidats. Sandrine Bélier pour la liste Europe Écologie Les Verts, Jean-Pierre Masseret pour la liste Parti Socialiste Parti Radical de Gauche, Éric Villain pour le Front National et Patrick Weiten pour la liste UDI Modem Les Républicains. Alors ce soir nous parlons... La liste, en fait, puisque vous donnez la liste de chacun des personnes autour de la table, notre liste s'appelle Écologistes solidaires et citoyens. Et aujourd'hui, donc, il n'y a pas que Europe Écologie Les Verts dans cette liste, il y a également le mouvement écologiste indépendant et un certain nombre de personnalités de la société civile. D'accord, très bien pour la précision. On parlait juste avant... Les listes ne sont pas terminées non plus de mon côté. Ça marche. Juste avant la pause, on parlait des aides aux entreprises. Éric Villain nous disait moins de gaspillage et plus d'économies aujourd'hui pour créer des emplois. Oui, mais je reviens encore sur le gaspillage. Si on fait la liste des gaspillages qui ont été faits, je vais faire mal à Jean-Pierre Masseret, mais on va lui reparler de Skylander. On peut. Il y a quand même une addition là-dedans de 25 millions d'euros. Non, 14. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, il y a des petites économies. On a donné l'autre jour 200 000 € pour les réfugiés. Moi, quand on donne 200 000 € pour les réfugiés, alors que je vois que dans les cantines scolaires, aujourd'hui, il y a des gamins qui arrivent, puisque les parents n'ont pas réussi à payer la cantine scolaire, il y a un voyant rouge qui s'allume et on dit au gamin, tu manges pas aujourd'hui, et le gamin repart avec son plateau. Pendant ce temps-là, on va donner 200 000 € aux réfugiés. Moi, M. Masseret, j'en dormirai pas des nuits. Vous, apparemment, ça vous pose pas de problème. On va donner 450 000 € en Alsace pour la construction d'une mosquée. Donc, pour moi, la première des choses à laquelle s'attachera... c'est la région aujourd'hui qui donne cet argent pour la construction ? Oui, bien sûr. À laquelle s'attachera... Non, mais c'est en Alsace, à Strasbourg. La première des choses à laquelle s'attachera... Mais je connais quelques dossiers. La première des choses à laquelle s'attachera Florian Philippot, c'est justement de veiller à ses économies, de faire une gestion de bon père de famille. Qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs, Philippot. Il est mosellan ? Non, il est pas mosellan. Non, mais oui, c'est ça, il n'est pas mosellan. Il est contrairement à vous, on le voit régulièrement. Des idées de proximité. Vous le voyez, il suffit de... Il est député européen et pour avoir été député européen, normalement on a peu de temps pour cumuler les mandats et puis mener campagne quand on a une fonction telle que celle-là. Contre le cumul des mandats, ce sont les mêmes alors que leur chef de file, il est l'exemple même
même... Monsieur le sénateur, vous êtes oui. quand même... Mais moi, j'assume. Le problème, c'est que j'assume. Mais lui aussi Ah il assume. Mais si, il assume. Et il est le porte-parole aujourd'hui de toute une grande région, parce que pour lui, la Lorraine, c'est important, l'Alsace, c'est important, la Champagne-Ardenne, c'est important. Il est le porte-parole d'une grande région, et vous le voyez régulièrement sur les écrans télé. Bon, on ne va pas parler des absents, on va revenir. Je sais toujours pas ce qu'on va faire le Front National en matière de développement économique. En matière de développement économique, je vous ai parlé des zones franches dans les zones rurales. On parle aussi, bien sûr, de la transition économique, de la transition écologique, la transition écologique qui est, elle, porteur aussi d'agro-développement économique. Après, il y a toutes les filières bois aussi à retravailler, puisque la filière bois aujourd'hui, dans les Vosges, aujourd'hui, on va couper le bois dans les Vosges pour l'exporter en Chine. Donc là, il y a aussi à recentrer, à relocaliser toutes ces industries. Un chiffre sur l'emploi. Aujourd'hui, l'évolution, c'est moins 0,7% en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne sur la dernière décennie. C'est le plus mauvais résultat des 13 nouvelles régions françaises. Sandrine Bélier, on l'a évoqué, des aides aux entreprises, des économies. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui inverser cette courbe de l'emploi qui est si négative? Je veux juste faire un insert. En fait, autour de cette table, je suis la seule qui aujourd'hui n'a pas de mandat. Et qui envisage donc la présidence du Conseil régional. Non, mais quand j'étais députée européenne, j'ai été candidate à absolument aucune autre élection. Parce que je pense qu'en effet, ce sont des mandats et à l'échelle de territoire qui demandent un investissement plein et entier. Et dans le domaine de l'emploi, pourquoi aujourd'hui et sur le Grand Est, mais pas que dans le Grand Est, avouons, hein, on a cette difficulté et de création d'emplois. Je crois que c'est parce que le virage, et notamment le virage de la transition écologique, n'a pas été pris. On est encore sur des schémas et des modèles. On parlait, je l'entendais, la croissance, les modèles, les 30 glorieuses des années 60. Et je crois qu'il faut le dire, cette croissance-là ne reviendra plus. On a aujourd'hui de nouvelles contraintes, et notamment des contraintes environnementales liées au dérèglement climatique, des contraintes liées à la gestion des ressources naturelles qui sont en train de s'appauvrir, à la lutte contre la perte de la biodiversité. Et on ne peut plus développer nos territoires, croire qu'on va pouvoir développer l'emploi sur ces vieux modèles du passé. On a la nécessité, et en plus c'est une opportunité, d'aller vers une nouvelle économie. Vers une économie qui fait des économies. Une économie, l'efficacité énergétique, ce sont des économies. C'est dépenser moins d'énergie. Donc ça permet aux ménages de faire des économies dans leur porte-monnaie. C'est bon pour la planète. Et c'est aujourd'hui créateur d'emplois. Je vous le disais, une mesure comme celle d'un engagement de la région à développer la rénovation de 60 000 logements privés par an, le fait de s'engager résolument dans l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, avec un investissement, alors pour pas de 25 millions d'euros sur 3 ans, ça permettrait et ça ferait un effet levier en termes d'investissement de 250 millions d'euros qui nous permettrait, sur une mesure telle que celle-ci et combinée à une politique industrielle des énergies renouvelables sur notre territoire, de développer plus de 32 000 emplois dans les 5 prochaines années. L'écologie, c'est la solution pour créer de l'emploi demain, pour créer des emplois qui seront durables et qui profitent à la fois de nos territoires, à la planète, à la santé, au bien-être, et de répondre en effet à la préoccupation première de nos concitoyens, qui est aujourd'hui de trouver un emploi, et un emploi qu'ils pourront conserver, un emploi dans lequel ils sont fiers. Et on pourrait développer, parce qu'on a un territoire rural et important, toutes les capacités aussi en termes de, si demain la région s'engage et notamment à développer le bio, et ça c'est un de nos engagements, à permettre l'installation de 500 paysans en bio par an sur notre territoire, qui se pose là aussi une réaffectation des fonds FEADER, comme pour l'énergie des fonds FEDER, et donc des fonds européens qui sont mobilisables et qui ont été très peu mobilisés en France et notamment sur la région du Grand Est sur les dernières années. On a la capacité, avec la transition écologique, de créer de l'emploi durable et non délocalisable, je le répète. Patrick Weiten, justement, on ne parle pas assez d'économie verte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'emploi en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne va aussi mal. Enfin, d'abord, nous sommes une région qui est sur le territoire national. Aujourd'hui, la France est en panne d'économie et d'emploi. On nous promet en permanence une courbe du chômage qui va s'inverser. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on parle de 2016. C'est vrai.
parlait en 2015 d'une inversion en 2016. Électoralement, c'est tout à fait profitable. Mais aujourd'hui, la France est en panne. La France ne sait pas créer de richesse, ne sait pas créer de croissance et donc ne sait pas créer d'emploi. C'est donc aujourd'hui le déficit de la politique nationale. C'est le premier point. Malheureusement, notre région est concernée comme les autres régions de France. Le deuxième point, naturellement, il faut une économie verte. Il faut une économie industrielle. Il faut une économie qui profite de nos relations transfrontalières. Il faut une économie qui se développe vers la mobilité. Il faut une économie au travers du soutien à l'agriculture. Ce n'est pas une politique qui créera et qui réduira et les questions de l'emploi et du chômage et la question du développement économique. C'est des politiques qui doivent être additionnées. Cela est essentiel. Mais après, il faut en avoir les moyens. On a créé une grande région. Cela a été dit tout à l'heure. L'ensemble du budget des régions de France ne représentent même pas le budget de la Bavière. Donc ça veut dire qu'on a créé des grandes régions, on leur a donné le développement économique, ils n'en ont pas les moyens. Comment voulez-vous qu'on crée de la richesse sur les territoires avec les mêmes moyens qu'on avait? Alors certes, M. Villa nous expliquera qu'on fera des économies et ces 200 000 € vont changer la face du monde sur notre grande région. Non, c'est qu'il faut considérer qu'il fallait une vraie réforme territoriale, avec des vrais moyens, avec une vraie réforme qui permette de translater un certain nombre de grandes compétences vers les régions et des moyens financiers adaptés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a piqué dans la poche du département pour l'amener dans la région. Voilà la politique de la réforme territoriale. Et en plus, on nous a dit, ça fera des économies et ça sera plus lisible. Et ça sera certainement pas plus efficace si on ne donne pas plus de moyens pour développer ces richesses, pour avoir une formation professionnelle qui soit adaptée, un apprentissage qui soit dynamique, une mobilité au service de l'emploi et des spécificités. Donc c'est pas uniquement l'économie verte, c'est pas uniquement les économies qu'on peut faire, c'est une économie globale qui s'adresse à tous les types d'entreprises, de l'industrie jusqu'aux petits commerçants de proximité. Le département investissait chaque année 4 à 5 millions d'euros qu'on distribuait aux commerces de proximité, aux commerçants des villages. Depuis le 7 août, on ne peut plus le faire. La région Lorraine n'a pas pris la suite. Personne ne le fait. Aujourd'hui, j'ai 330 dossiers sur mon bureau que je ne sais pas, auxquels je ne sais pas répondre. Sachant que quand le département investissait 1 euro de subvention, M. Villain, écoutez bien, ça a créé 8 euros d'investissement. Et ça, c'était pas délocalisable. On va laisser les autres candidats s'exprimer. Alors, j'allais dire, une des caractéristiques de cette région, justement, on en a un petit peu parlé, c'est le fait que ce soit une région frontalière. Chaque jour, dans la cale, 160 000 actifs traversent les frontières belges, luxembourgeoises, allemandes et suisses pour travailler. Alors, est-ce qu'on continue à encourager ou alors au contraire, est-ce que c'est pas un peu facile de se reposer sur le marché de l'emploi des pays voisins ? Monsieur Masseret, par exemple. C'est bien, mais je vais revenir quand même sur l'affaire précédente, si vous le permettez, parce qu'on n'a pas conclu sur exactement ce qu'est l'économie verte et son impact en termes de croissance et d'emploi. Je dirais d'abord, je voudrais remarquer que ce soit Jean-Paul Bachy en Champagne-Ardenne ou que moi-même en Lorraine, on a mené une politique qui vise à la fois à soutenir l'économie de proximité, celle dont on parlait tout à l'heure et qui est créatrice d'emplois et d'activité avec les filières, parce qu'on est obligé de faire une reconquête industrielle, parce qu'on a quand même dégusté fortement en termes de destruction d'emplois en Champagne-Ardenne et en Lorraine au cours des 30 dernières années. Donc on partait de loin et aujourd'hui on aperçoit qu'on peut reconquérir des positions et le faire sur deux enjeux qui sont partagés par tous. C'est l'économie numérique. Il ne faut pas faire l'impasse sur cette réalité. Ça va modifier et bouleverser la réalité de notre champ d'activité, de vie privée et de vie publique. Et puis, vous avez la transition énergétique. Alors, il ne faut pas en parler dans le vide. Nous menons des politiques. Il y a effectivement des orientations qui ont été prises. Par exemple, moi, en Lorraine, dans mon plan 2014-2020, c'est 168 000 chantiers sur de l'immeuble ou des maisons d'habitation pour les économies d'énergie, pour donner du pouvoir d'achat aux familles, pouvoir d'achat dans les HLM, de leur façon à économiser l'énergie. C'est donner du travail aux entreprises, parce que c'est un budget considérable, que ce soit en Alsace, que ce soit en Champagne-Ardenne, que ce soit en Lorraine. Donc c'est une vraie source, et c'est le moyen également, je parle pour la gauche, là, de faire démonstration que la gestion capitaliste de l'économie mondiale débridée n'est pas compatible avec la survie de la planète. Ce qui est en cause, c'est le devenir de nos enfants et petits-enfants. Et à travers ce modèle de croissance qu'il nous faut inventer. Et j'affirme que cette nouvelle région
parce qu'elle est, dans sa composition actuelle, dispose de tous les outils, de toutes les capacités d'entreprise, de recherche, de territoire pour réussir ce challenge, qui est derrière la vie, c'est des emplois, c'est du revenu, c'est de la vie quotidienne qui se joue. Voilà, moi mon boulot il est là, il n'est pas dans la stratosphère, il est dans cette réalité de territoire. Pas nécessairement besoin de traverser la frontière pour trouver un emploi. Après, il y a une réalité, on le vit tous les jours, notamment en Alsace et en Lorraine et en Moselle en particulier. Cette réalité est un point fort de cette nouvelle région. Comment on va combiner effectivement avec ses partenaires dans le numérique, dans l'économie de l'énergie, dans la santé, dans la mobilité, dans tout ce qui fait la vie des gens. Mais c'est une réalité. Simplement, il faut sans doute l'amplifier parce que nos voisins sont parfois moins déterminés que nous-mêmes pour ce challenge-là. Éric Villain, est-ce qu'il faut justement amplifier les actions qui sont menées dans le domaine de l'économie verte ou de l'emploi transfrontalier qui aujourd'hui marche plutôt bien? Oui, mais l'économie numérique comme la transition énergétique, ce sont des projets qui concernent surtout les centres-villes. Non. Aujourd'hui, quand on va se promener dans les campagnes, dans les villages des campagnes, on peut pas dire que Moselle on a est la investi 4G, suffisamment. on est la 4G, mais il n'y a pas que la Moselle. Vous ne connaissez pas votre territoire, monsieur Villain. La Moselle va investir 200 millions d'euros. Monsieur Weiten, la nouvelle région, ce n'est pas que la Moselle. Non, mais attendez. Vous allez dans il y a la des Meuse, villages aussi en Moselle. Vous allez dans la Meuse, vous allez dans la Marne. Même si vous vous présentez en Meuse, vous êtes mosellan. N'oubliez pas de le dire. Non, mais vous êtes déraciné. Je suis aujourd'hui. Je ne suis pas déraciné. Aujourd'hui, je suis lorrain. La fracture numérique est vraie d'abord une priorité. En effet, quand on va à Champneuville et dans la Meuse et un certain nombre de villages, il n'y a pas le haut début. Et la priorité, en effet, sera d'équiper l'ensemble de notre territoire du haut débit. Ce n'est qu'à cette condition-là que vous allez pouvoir d'abord avoir un territoire où les gens sont traités également. Et aujourd'hui, tous ces territoires-là, tous les territoires ruraux sont en retrait, que ce soit au numérique et même que ce soit au niveau énergétique, puisque tout ce qui est aménagement et réhabilitation des logements. Les bras, faut pas baisser. Non, mais je ne baisse pas les bras, mais tout ce qui est aménagement et réhabilitation de logements, aujourd'hui, ça se fait dans les centres-villes. C'est pas. Monsieur Villain ne fait que des constats, il apporte pas des propositions. Mais Monsieur Weiten, les aides gouvernementales. Ce ne sera pas en centre-ville, par exemple, si on a une politique. Les aides gouvernementales de réhabilitation de logements se font sur des zones qui sont des OPA et qui sont aujourd'hui situées, ici pour le cas de la Moselle, sur le sillon mosellan, sur la Moselle-Est, mais après le pays de Sarrebourg, c'est du côté de Forbach, du côté de Famère-Merlebach, mais le pays de Sarrebourg est laissé pour compte, et ça c'est un exemple concret. Oui. Alors quelles sont vos propositions aussi donc, au Front National pour développer l'emploi dans ces zones rurales? Mais d'abord, équiper... J'aimerais bien vous entendre sur le frontalier. Mais le frontalier, moi je vais parler du transfrontalier, parce que quand on parle du transfrontalier, c'est qu'il y a une frontière. Et que bien évidemment, avant la disparition des frontières que vous avez orchestrée, il y avait des accords transfrontaliers, il y avait les gens de Moselle, moi j'ai connu ça et vous aussi, les gens de Moselle allaient travailler au Luxembourg, il y avait un poste de douane, on surveillait sa frontière. Le problème de la frontière, ça doit être un filtre, ça doit permettre aux entreprises de travailler ensemble, de collaborer ensemble, ça doit permettre aux pays de travailler ensemble, de collaborer ensemble, mais ça doit être aussi une garantie de manière à ce qu'on puisse regarder ce qui se passe, ce qui rentre dans le pays. Mais que ça soit la frontière aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas un frein au travail transfrontalier justement? Pas du tout. Mais pourquoi voulez-vous que la frontière soit un frein au travail transfrontalier? Mais vous êtes un peu naïf parce que allez à la Brème d'Or. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'y passe. Et si vous y alliez il y a 10 ans en arrière, il y avait un poste de douane. Ça ne gênait pas les Forbachois, les Stiringeois, aller travailler à Sarrebruck. Prenez l'autoroute le matin entre Thionville et Luxembourg. Regardez quel est le drame, la tragédie que vivent les gens sur l'autoroute. Et en plus, vous voulez mettre une frontière, un poste de douane. Comment voulez-vous que cela se passe? Il faut qu'on reste une grande région. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive. Nous sommes des Européens. Non, madame, c'est pas la Moselle. C'est pas la Moselle. C'est la grande région. On va être adossé aux plus grands pays d'Europe, qu'ils soient les plus riches ou les plus industriels. C'est la Suisse, c'est le Luxembourg, c'est la Belgique et c'est l'Allemagne. Et on sait qu'en Allemagne, il va manquer d'ici 15 ans, il y aura 250 000 habitants qui vont manquer à la démographie allemande et cela devra générer inévitablement une nouvelle main-d'œuvre. Si nous n'avions pas ce travail frontalier,
quel serait le taux de chômage sur nos territoires? Il faut qu'on en soit conscient. Et ce qui veut dire qu'il faut préparer la question qui se posait. Il faut préparer. Je suis en train de dire que les travailleurs frontaliers, qui sont justement, puisqu'ils sont frontaliers, ils habitent proche du pays voisin, peuvent aller travailler dans le pays voisin, mais ça n'empêche qu'il doit y avoir un jour un contrôle aux frontières, puisque aujourd'hui, vous savez qu'en Allemagne, ils attendent dans les prochaines semaines 200 000 réfugiés. Ces réfugiés-là sont aujourd'hui en Allemagne, ils seront demain à Calais, et qu'est-ce qu'on en fera? On la ramènera en jet privé à quel endroit? Mais dites-moi, c'est vous qui les accueillez? Le problème, c'est vous qui les accueillez? On est en train de parler du travail transfrontalier. Oui. On n'est plus dans les compétences de la région. On est en train de vous poser la question sur les frontières. Oui, non, c'est vous qui avez dit qu'on va ériger des douanes. On va remettre des douanes et des barrières avec des douaniers. C'est vous qui l'avez dit. Il faut préparer notre jeunesse. Et sur votre territoire, vous le savez mieux qu'ailleurs, nous avons 2 frontières aujourd'hui. La première, c'est la barrière de la langue qu'il faut développer. Et nous l'avons essayé de le faire. Et ce que je regrette, c'est que dans le contrat de plan État-région, j'avais demandé des moyens pour qu'on puisse bénéficier de moyens supplémentaires pour mettre des éducateurs, des professeurs d'allemand face aux enfants dès la maternelle. On nous l'a refusé, monsieur Masseret. Et ça, je le regrette. Et la deuxième, c'est la mobilité. Et la deuxième, c'est la mobilité. Et la deuxième, c'est la mobilité. Et la mobilité ne doit pas être que, et ça, au nom du développement durable, ne doit pas être que routière, mais elle doit être aussi ferroviaire. Et là, il faut développer ces gares de proximité. Le problème, c'est qu'en Lorraine, on ferme des lignes ferroviaires, alors qu'en Allemagne et au Luxembourg, ils les développent. C'est ça la grande question qui se pose. Il faut considérer qu'on est sur une grande région et que cette grande région est économique, elle est sociale, elle est culturelle. Et donc, il faut favoriser ces échanges. Ils sont indispensables parce que grâce au numérique, des entreprises luxembourgeoises, allemandes, belges, voire suisses, viendront s'installer sur notre territoire. Je n'ai pas dit que vous étiez contre. J'explique mon programme. J'explique mon programme. On a besoin de nos voisins pour commercer. Voilà, on va juste laisser Sandrine Bélier qui souhaitait s'exprimer. Je souhaitais d'une part, en effet, venir sur le terrain des transports parce que ça va être c'est un des enjeux, puis c'est une des compétences de la grande région, et sur le fait de développer davantage de transports collectifs et ferrés dans nos relations avec les pays frontaliers, et d'avoir, ça c'est notre compétence, et vu les relations qu'on peut avoir avec le Luxembourg, avec la Belgique, avec la Suisse et l'Allemagne, qu'on arrive à négocier aussi des tarifs qui font que pour les habitants du Grand Est, quand ils sont amenés à se déplacer au Luxembourg ou en Allemagne, ça ne leur revienne pas à un prix qui est exorbitant et qui revient finalement parfois plus cher que la voiture, qu'on arrive, et ça on peut le faire, avoir une billetterie intégrée à l'échelle de la grande région d'une part, et puis à l'échelle de l'euro-région, donc en prenant en considération les régions frontalières. Ensuite, je voulais juste dire que je pense que cette situation, et rapidement, que cette situation du Grand Est qui est justement frontalier, c'est une opportunité. C'est quelque chose de très très important. Moi qui suis arrivée, je suis une Alsacienne d'adoption, je ne l'ai jamais caché, je n'ai passé que la moitié de ma vie en Alsace où je suis arrivée pour les études. J'ai découvert tout l'avantage que ça présentait de passer en Allemagne en traversant juste une passerelle. En termes sur l'apprentissage des langues, je pense aussi que soutenir les langues régionales, c'est aussi favoriser cet apprentissage d'une seconde langue étrangère, et ensuite de pouvoir s'ouvrir. Je pense qu'on a tout à gagner, et que la culture et la diversité de la culture, que ce soit à l'échelle de notre grande région ou justement celle qu'on peut partager avec nos voisins européens, c'est une chance, c'est un plus, c'est vraiment une opportunité pour nos enfants en matière de formation. On va en rester là et d'avenir. Éric Villain, on va laisser la possibilité effectivement à Jean-Pierre Masseret de s'exprimer par rapport à ce que disait Patrick Baïta. Sur ce sujet, oui. Il faut dire, la politique, c'est d'être dans le réel. Le réel, c'est notre position géographique. On est partenaire. Et ça fait des années qu'on cherche à travailler en bonne intelligence avec nos partenaires, à créer des projets pour la vie quotidienne des gens, la mobilité, le transport, la santé, pour aller se soigner à Sarrebruck plutôt éventuellement qu'à Metz quand c'est possible, quand c'est accessible. Ça, c'est la vie réelle des gens. Donc, ne faisons pas des frontières. Dans l'histoire, il y a eu des frontières. On sait ce que ça a donné. Cette vision nationaliste est
suicidaire à terme. Et donc il faut avoir sur le monde... Aujourd'hui, c'est le manque de frontières qui crée le chaos. Sur le monde, je ne le crois absolument pas. Je ne le crois absolument pas. Allez faire un tour à Calais. Je connais tous ces sujets-là, aussi bien que vous, mais je ne l'exploite pas de façon émotionnelle. Je ne l'exploite pas pour faire réagir les gens, pour agir sur la peur. Alors je parie sur l'intelligence, sur la raison et sur la responsabilité. Ce sera le mot de la fin de ce débat. Il me reste une minute. Vous ne vous inquiétez pas, on en vient justement pour que chacun puisse avoir une minute pour conclure et nous proposer ce qu'il veut faire en matière de développement économique et d'emploi. Vous allez avoir chacun une minute à votre tour. On commence avec vous, Sandrine Bélier, par ordre alphabétique. Vous avez une minute pour nous dévoiler vos propositions. Je vous en ai fait un certain nombre déjà, et je vous ai dit c'est l'écologie créatrice d'emplois. On a beaucoup parlé de croissance. Vous savez, c'est comme un organisme vivant, un humain. On a la période de la croissance, et puis ensuite il y a la période du développement et qui nous enrichit culturellement et qui constitue une vraie richesse. Je crois, et on parlait de compétences en matière de développement économique, qu'il faut arrêter de penser les choses en termes de croissance. On ne croit pas indéfiniment dans un monde fini. La planète est un monde fini. Aujourd'hui, nous devons penser notre économie en termes de développement et toute cette richesse, la richesse immatérielle, la richesse que peut produire aujourd'hui la création d'emplois respectueuse et une économie respectueuse de l'humain et respectueuse de notre environnement, de notre maison, de notre écosystème. Jean-Pierre Masseret, à votre tour, une minute. Alors moi, je suis le chef de file de la gauche responsable, c'est-à-dire de ces hommes, de ces femmes qui mettent le main dans le cambouis, qui acceptent les responsabilités par respect pour leurs concitoyens, qui sont parfois dans la difficulté de trouver les solutions. Et faire la démonstration qu'une politique de gauche telle que Bachy l'a menée ou moi en Lorraine, c'est pas la même politique que Richert a conduite. Sur des aspects de vie quotidienne, ce dont on parlait, sur ces questions de proximité. Donc, mon souci, c'est que cette élection soit vue pour ce qu'elle est. C'est une élection régionale pour apporter des réponses aux préoccupations des gens immédiatement. C'est pas l'anticipation d'une élection présidentielle. Sinon, il y aurait erreur sur le temps. Donc, ce que je veux, c'est faire démonstration que la responsabilité de la gauche, c'est d'apporter des mesures concrètes aux préoccupations de mes territoires. Merci Jean-Pierre Masseret. Avant de vous écouter, Éric Villain, je vous propose cette interview de Patrick Perron. Il est le chef de file du Front de gauche pour ces élections régionales dans la région Alca. On l'écoute tout de suite. Il est question de l'emploi, peut-être l'une des priorités de la campagne, bien évidemment, parce que c'est la question principale, la principale préoccupation des Français, des Lorrains et des personnes de la région ACAL. 40 milliards sont donnés aux entreprises à travers le CICE. Cet argent-là est donné sans contrôle. Donc nous, notre première proposition, c'est de dire des entreprises ont besoin d'être aidées, d'accord, mais sous contrôle. Une entreprise qui licencie ne doit pas avoir d'aide de l'État, sauf si elle a un plan derrière de redressement et pour pouvoir poursuivre et pérenniser l'entreprise. Autrement, ces questions-là doivent être traitées parce que la région a cette compétence sous contrôle permanent des élus et des citoyens. Ensuite, les pôles de recherche. On a quand même ici la chance d'avoir à Mézières des pôles mondiaux de recherche sur l'acier. Donc voilà, c'est ce genre de situation que l'on doit conforter. D'autres choses sont en cours, mais toujours pareil, c'est des questions de moyens. Et les moyens, nous, on va les chercher là où ils sont. Et on ne fera pas de cadeaux sans contrepartie de création d'emplois. Autre intervention, celle de Jean-Georges Trouillet, tête de liste du parti Unserland. Pour l'Alsace, il y a plusieurs sujets, plusieurs thèmes, plusieurs axes forts qui convient en fait de continuer à consolider. Le premier, c'est l'apprentissage. La moitié des apprentis de France provient d'Alsace. C'est une richesse, c'est un héritage culturel que nous souhaitons développer et promouvoir. Il y a également la question du travail frontalier, parce que ce travail frontalier profite aux zones rurales alsaciennes, donc nous devons le maintenir et nous devons essayer à le pérenniser. Et la troisième chose, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont le tissu fondamental de l'économie alsacienne. Et plutôt qu'essayer de favoriser des grands groupes comme on le fait plutôt en France, nous pensons que nous devons investir sur les petites et moyennes entreprises alsaciennes et leur permettre de pouvoir exporter et, à l'instar de leurs collègues allemands et suisses, de se faire un nom à l'international. Éric Villain, c'est à votre tour de conclure. Vous avez également une minute. Oui, la dernière fois que j'étais assis à cette table, c'était lors du débat des départementales. Et il y avait le représentant du Parti socialiste qui s'opposait à M. Weiten. Et au soir du deuxième tour,
tous ces gens-là se sont réunis pour se battre et pour essayer de battre le Front National. Alors j'aimerais bien savoir, le soir du premier tour, quelle va être l'attitude de M. Masseret s'il arrive 3e ou de M. Weiten, de la liste de M. Weiten. S'il arrive 3e, il ne serait pas... Pourquoi les écologistes n'arriveraient pas 3e? Non, mais parce que... Oui, non, oh non, bah vous êtes un peu... Non, la troisième place, on a fait bien la première. Non, mais je pense... On aura l'occasion de travailler ensemble. On aura l'occasion de travailler ensemble, mais ce jeu politicien aujourd'hui dégoûte les électeurs et il ne faut pas s'étonner de l'abstention qu'il y aura à ces élections. Enfin, Patrick Weiten, à vous pour conclure. Écoutez, moi je ne suis pas dans une démarche négative. J'ai l'ambition, avec la liste que je conduis en Moselle et aux côtés de Philippe Richer, de développer notre territoire. Nous avons la chance d'avoir une grande région qui est transfrontalière. Une région qui mérite, de par sa place, une politique économique ambitieuse au service de l'emploi, adaptée à chacun des territoires. On a pu constater qu'aujourd'hui, la politique nationale ne fonctionne pas ni sur l'économie ni sur l'emploi. On a pu constater que la politique économique mise en place par la région Lorraine ne fonctionne pas. Il y a ici, en Lorraine, plus de chômeurs qu'ailleurs. Et donc, il nous faut inventer une nouvelle politique qui soit à la fois une politique économique, de mobilité. Il faut travailler sur le 7 à 31 bis et elle est essentielle. Jean-Pierre Masseret n'en voulait pas. Il faut la financer, mais pas la financer avec des fonds des Lorrains, mais la financer par des fonds européens et avec la taxe des transitaires. Il faut développer également. Et je pense que c'est essentiel, une formation professionnelle qui soit essentielle et l'apprentissage qui permette de préparer nos jeunes également à cet emploi transfrontalier qui nous permet d'alimenter le marché de l'emploi et de la richesse économique. Votre minute est écoulée. Voilà, cette émission se termine. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Anna, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prochain débat sur les élections régionales le 6 novembre. Il sera question d'écologie et de développement durable. Bonne soirée à tous.